18h16 et votre invité ce matin, Bernard Poirette, est le professeur de médecine André Grimaldi. Monsieur Grimaldi, bonjour. Bonjour. Merci d'être à ce micro. Je précise que vous n'êtes pas urgentiste, vous êtes diabétologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris, mais vous êtes historiquement de tous les combats pour le service public hospitalier. Et celui que mènent actuellement les urgentistes d'Île-de-France est assez exemplaire. C'est sans doute l'un des plus importants des dernières années. Il touche 42 sites hospitaliers sur les 46 de la région Île-de-France. Alors curieusement, comme toutes les grèves d'ailleurs en milieu hospitalier, ça n'impacte pas directement le grand public parce que les urgentistes font quand même leur boulot. Ils disent nous sommes en grève mais nous assurons les urgences. Au final, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne sont pas contents avec de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, monsieur Grimaldi ? Non, avec de bonnes raisons. Lesquelles ? Mais ils sont la première raison, c'est le taux de passage aux urgences ne cesse d'augmenter. On est à plus de 20 millions. Mais le personnel, lui, n'augmente pas. Les conditions de travail, donc on voit réapparaître des brancards, on voit réapparaître des conditions qui sont inacceptables dans les couloirs pour les patients et du coup pour les soignants. La violence, elle est due à quoi ? La tension qui existe dans les urgences, elle est due au fait que les gens peuvent attendre 3 heures, 4 heures. Vous avez vu qu'à la Riboisière, la personne qui est décédée a été trouvée 8 heures après son arrivée sur un brancard. Oui. Bon, ça, on ne voyait plus ça. Donc on voit à nouveau, y compris dans les grands centres comme la Pitié-Salpêtrière, des gens qui sont mis sur des brancards. Alors, le problème, on dit toujours, toutes ces personnes qui viennent aux urgences alors qu'elles auraient pu être soignées en ville. Mais ça, c'est qu'un aspect du problème. Le problème le plus grave, ce sont les 20 ou 30% de personnes qui vont être hospitalisées et pour lesquelles on ne trouve pas de lit. Or, on est actuellement dans un dogme que partagent tous les gouvernements, on a trop de lits, il faut fermer des lits. Parce il que faut les lits hospitaliers coûtent trop cher à la collectivité. Parce que ça coûte trop cher, parce qu'on dit il y a un tournant ambulatoire, parce que la Suède a 2 fois moins de lits que nous pour 1000 habitants, mais on oublie de dire que l'Allemagne a 50% en plus que nous, le Japon 2 fois plus que nous. Donc c'est l'ensemble d'un système de santé. Or les urgences sont au carrefour d'une crise qui est la crise de la ville et d'une deuxième crise qui est la crise de l'hôpital. D'accord. Donc ils sont au plein milieu. Donc évidemment, ça explose, c'est la ligne de faille, et ça craque. Alors, la ministre, à juste titre, Agnès dit Buzyn. Buzyn, au fond, on n'a pas construit historiquement un service de la médecine de proximité. On est en train de le faire avec des maisons de santé, mais enfin, ça avance que très progressivement. Et c'est là qu'est le problème. Elle n'a pas tort, mais ça va me demander des années. On est à un peu moins de 1500 maisons de santé. Mais elle a dit elle-même d'ailleurs dans le débat parlementaire, tout ce que nous mettons en place aujourd'hui, on en ressentira les premiers effets dans plusieurs années. Absolument. Et elle est honnête. Et plus qu'un quinquennat. Mais il y a une urgence, l'hôpital. Les charges de l'hôpital, dit la Sécurité sociale, reconnaît tout le monde, augmentent de 4% par an. C'est énorme, c'est 3 fois plus que l'inflation. Donc, voilà. Mais les moyens donnés à l'hôpital augmentent de 2% par an. Donc, on met l'hôpital en déficit. Que fait un directeur d'hôpital ? Il dit, moi, je n'ai pas d'autre moyen que réduire partout. Or, les dépenses hospitalières, 60%, c'est du personnel. Oui. Donc, le premier but, une fois que vous avez réduit le maximum, vous avez réorganisé, ça fait maintenant 10 ans qu'on dit sans arrêt ça. Mais oui, c'est une vieille lune. Ça fait 10 ans qu'on gratte tout ce qu'on peut, il y avait 2 services, on va les fusionner, etc. Bon, et bien à un moment, on dit, on diminue le personnel. Alors, Martin Hirsch, il est pris dans cette contradiction. Martin Hirsch, je précise, c'est le président de la PHP. Donc c'est lui qui gère les 46 établissements d'Île-de-France. On lui dit, monsieur, vous avez encore 200 millions de déficit. L'année d'avant, 200 millions de déficit. Et il dit, j'ai un plan de restructuration, on va diminuer 2000 personnels par an. Oui, et puis après, il dit, je vais les mettre aux urgences, je vais augmenter. Donc, il est pris dans une contradiction terrible. Oui, alors justement, je voulais vous citer Martin Hirsch lui-même qui dit, écoutez, c'est très simple, dorénavant, si je constate que sur un an, un service d'urgence a augmenté sa fréquentation et donc son activité de 3%, nous augmenterons le personnel de 3%, numériquement parlant. Oui, alors première remarque, c'est ce qu'il a promis. Première remarque, c'est vous connaissez une entreprise qui attend 10 ans pour dire quand l'activité augmente, il faut qu'on augmente les moyens. Et comment ça se fait qu'ils découvrent ça aujourd'hui, ce qui a pas l'air d'espèce de bon sens d'enfant. Alors, à la Riboisière, le jour où cette dame est décédée, je crois qu'ils avaient 250 passages, alors que normalement le maximum est de 150. Donc ils étaient hors normes de sécurité. Alors, on pourrait ici dire autre chose. Lorsque les normes de sécurité ne sont pas respectées, vous arrêtez. Alors les gens seront dans la rue. On ne peut pas arrêter. C'est ce qui s'est passé en psychiatrie. En psychiatrie, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un grand tournant ambulatoire, mais là, la psychiatrie, elle a été augmentée, sa dotation a été augmentée de 1,2% seulement par an.
Bon, et donc, le grand tournant ambulatoire, c'est les malades sont dans la rue. Bon, donc, Mais donc, là, tout ça... je veux dire, pourquoi, là, la grève des urgences, elle fait quoi? Elle fait exactement pour éviter que ce soit la mort d'une patiente qui fait le scandale médiatique. Et au fond, notre société n'avance, au point de vue des hôpitaux, que par des scandales médiatiques. On craint, les politiques n'aiment pas que tout d'un coup, tout s'enflamme. Sous M. Sarkozy, ça avait été ce malade qui était un infarctus du myocarde, qui est arrivé trop Oui, tard. je me souviens. Sous chaque gouvernement. Et autrement, on dit, tant que ça tient, ça tient. Mais c'est en train de se fissurer. Est-ce que, Monsieur Grimaldi, Oui. vous êtes, vous, favorable à la fin du numerus clausus? Parce que pendant des années, on a dit, il y a trop de médecins dans ce pays. Oui. Plus il y a de médecins, plus ça coûte cher à la Sécu, parce que les gens se soignent trop, en quelque sorte. Et donc, il y a un trou monstrueux à la sécurité sociale. Maintenant, on va pouvoir former des médecins, à nouveau. Peut-être suffisamment. Est-ce qu'il vous semble que c'est une bonne mesure, ça? Oui, mais c'est une hypocrisie quand même, parce que quand on dit qu'on supprime le numerus clausus, on ne peut pas le supprimer. On va supprimer la forme actuelle. Oui. Mais il va y avoir toujours une sélection. Mais au final, Bon, il y aura plus il y de aura- médecins qui sortiront Alors, des il y aura facs. plus de médecins, mais ça fait déjà un bout de temps qu'on a changé. Mais à chaque fois, c'est un système de santé. Au fond, si vous me disiez, est-ce qu'on manque vraiment de médecins? Je vous dirais, dans le système tel qu'il est, oui. Mais si on dit qu'il y a des infirmières, des pharmaciens qui peuvent faire un certain nombre d'actes médicaux, renouveler une ordonnance pour un hypertendu, Mhm. un pharmacien peut prendre l'attention, une infirmière peut le faire, Oui. peuvent renouveler l'ordonnance. Il n'y a Mais- pas besoin d'aller voir Donc le on a un Toubib pour ça. système de santé qui multiplie les actes, parce qu'il faut tout toucher. Hein. Si on veut changer, donner du temps médical, il faut qu'il y ait des secrétaires pour les médecins. Ils n'en ont pas. Mhm. Ils n'ont pas les moyens. Mais vous savez que la médecine faut- du travail, par exemple, à une époque, il y a des années, pouvait vous faire le vaccin contre la grippe. Maintenant, le gars, il n'a plus le droit. Voilà, donc Il y a faut eu aller toute voir une- son médecin il y a eu généraliste pour se faire toute une piquer la grippe. bataille. Il y a eu toute une bataille pour que les pharmaciens puissent vacciner, ce qui Ouais. est une bonne chose. Bon, Mhm. donc si Mais vous ça, faites- c'est du corporatisme, tout ça. Absolument. Hein? Mais dans une tradition qui est de la médecine libérale, et la médecine non libérale actuellement, prise sous la tenaille de l'État, n'est pas très encourageante non plus. Hein. Mettez-vous à la place d'un médecin libéral qui voit ce qui se passe à l'hôpital, il dit au moins moi j'ai un peu de liberté. Bien sûr. Bon. Et le paiement à l'acte, à 25 €, vous ne pouvez pas garder les malades pendant 1 heure. Alors vous multipliez des actes, parfois pas très utiles. Ça sert à faire à quoi de faire revenir un patient diabétique pour renouveler l'ordonnance et regarder des examens et prescrire. Bon, donc c'est l'ensemble d'un système. Alors les maisons de santé, les centres de santé sont un modèle. On est très en retard par rapport à d'autres pays. Ouais. Alors est-ce qu'on peut faire évoluer toute la médecine ou est-ce qu'il faut dire ceux qui veulent avancer, on avance avec vous? Ça c'est un vrai choix. Hein. Une dernière question, Monsieur Grimaldi. Dans le cadre des manifs de Gilets jaunes, vous l'avez peut-être lu dans le Canard enchaîné cette semaine, il y en a un qui a porté plainte en disant « Moi, j'ai été hospitalisé après avoir été blessé dans des bagarres avec la police et je me retrouve fiché. Maintenant, j'ai été fiché par l'hôpital comme gilet jaune. » Est-ce que ça vous semble plausible, une chose comme ça? Enfin, de ce que je connais de la pratique de l'ensemble de mes collègues, réponse c'est non. Non. Bon, on est quand même dans un état de droit. Il y a quand même des règles déontologiques. Alors après, est-ce qu'il peut y avoir une dérive? S'il y a une dérive, elle doit être sanctionnée, parce que ça sape toute confiance vis-à-vis du monde médical qui est déjà mis normal. Mhm. Hein. Il faut qu'un malade qui voit un médecin ait le sentiment il me soigne pour mon bien et pas pour l'intérêt de quiconque, Oui, ni mais- de l'État, ni des laboratoires de l'industrie, ni de personne. En cas d'événements exceptionnels comme les attentats, par exemple, du Bataclan, quand il y a des arrivées massives de gens blessés par des Ouais. événements de rue, peut-être qu'il y a une procédure spécifique. Je D'enregistrement. ne connais pas cette procédure, mais il y a une règle qu'aucune procédure ne pourra violer, qui est le secret médical. D'accord. Un malade doit avoir le sentiment, quel qu'il soit, quoi qu'il ait fait, qu'un médecin est là pour le soigner. Il n'est pas un agent ni de la police, ni rien, ni, je dis pareil, de l'industrie ou quoi que ce soit. Et ça, c'est une base fondamentale de l'exercice médical. Qui ne doit jamais être remise en question. Nous dit le professeur André Grimaldi ce matin sur Europe 1. Merci d'être venu partager Merci à vous. vos convictions, en tout cas sur l'avenir de la médecine en France et des urgences en particulier, ce dimanche de Pâques à Europe 1. Et vous retrouvez justement cette interview sur europe1.fr. Il est 8h25. À suivre dans 3 minutes exactement la météo du jour avec Valérie Darmon. Le soleil aujourd'hui très clairement pour la moitié nord. À tout de suite.